Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue encore une fois pour votre magazine Entretien Brut. Comme vous le savez très bien, passer en revue l'actualité malienne et également faire un petit coup de projecteur sur l'actualité régionale et internationale. Pour notre débat d'aujourd'hui, décrypter l'actualité, je suis toujours avec M. Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de médias Guinée, et aussi M. Idrissa Keïta, journaliste consultant spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Messieurs Traoré, Keïta, toujours bienvenue. On est fin prêt pour y aller? Évidemment. Oui, Alors, téléspectateurs de Mandé TV, le thème pour cet entretien aujourd'hui sera assez simple. Ce sera vraiment un décryptage, revenir sur le sommet russe-Afrique et parler de l'actualité. Voilà, c'est parti. Alors, chers confrères, le sommet qui vient de se terminer, qui avait eu lieu à Saint-Pétersbourg en Russie du 27 au 28 juillet, un sommet où beaucoup de chefs d'État étaient présents, beaucoup aussi se sont fait représenter. Il y a eu plusieurs communications là-dessus. On a suivi les discours des différents chefs d'État. Moi, je voudrais que vous puissiez nous donner votre analyse, votre approche par rapport à ce sommet. Et je vais commencer tout de suite par cher monsieur Traoré. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous savez, ce sommet, comme vous l'avez si bien signalé, moi je trouve que c'est un sommet de la honte, de la désolation. C'est un sommet de manque d'espoir en tant que jeune, en tant qu'Africain, en tant qu'analyste. Et si toutefois, plus de 40 et quelques chefs d'État africains se réunissent dans un seul pays, la Russie, pour un sommet. On va revenir sur le discours, mais moi je trouve qu'il est rare, voire même impossible de trouver 20 chefs d'État ou 10 chefs d'État européens dans un pays africain. Au lieu de sommet Russie-Afrique, moi j'aurais aimé qu'on ait un sommet Mali-Afrique ou un sommet Afrique-Afrique que plutôt d'avoir un sommet Russie-Afrique. Donc c'est ce que je pouvais dire pour le moment, avant que mon ami ne tire sur la ficelle. Mais je sais qu'il a beaucoup de choses à me dire, mais je ne vais pas me laisser faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Idrissa. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs de Mandé TV, où que vous soyez, spécialement ceux de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au mois d'août, qui est le mois même de l'indépendance ivoirienne, à savoir le 7 août. Mais ce pays traverse une rude épreuve avec le décès de l'ancien président Aimé Henri Konan Bédié du PDCI. Je tenais à présenter mes condoléances à ce pays qui sera bientôt au cœur de notre entretien brut lors de l'indépendance. Sur ce, je tenais à dire à mon vis-à-vis que pour moi, ce n'est pas un sommet de la honte. Je peux vous rejoindre sur une chose. Voir plusieurs pays chez un seul, même s'il s'agit d'une fédération, c'est quand même embarrassant. Mais qu'on le sache, ces présidents-là, ils n'ont pas été forcés. On n'a pas tiré la main de quelqu'un pour aller en Russie. Et mieux, l'autre fois, on a parlé dans cette émission du sentiment anti-français. C'est exactement tous ces pays où le sentiment anti-français était affiché qui se sont retrouvés là-bas. Et chaque fois que le sentiment anti-français prend forme, on voit le drapeau russe. La preuve avec le Niger que nous aborderons plus tard, on a vu là-bas dans les rues le drapeau de la Russie. Je voulais dire que ce sommet est la logique des choses. Si plusieurs personnes au même moment, la même période, rejettent quelqu'un, se réclament de quelqu'un qui de plus en plus est visible, à cet instant où nous parlons, tout le monde voit Wagner, tout le monde sait les mouvements des instructeurs russes. Donc pour moi, ce sommet, il était logique. Il y a quand même des enjeux parce que tout pays qui convoque un sommet avec l'Afrique n'est pas une petite nation. C'est une puissance. On connaît ce que la Russie a comme réserve. Et enfin, pour clore, je voulais dire que c'est aussi l'occasion, parce que nous sommes à l'heure de la géopolitique, que chacun définit ses amis, comme on dit le grain. La Russie, à travers ça, a permis de savoir
avec qui partir et avec qui ne pas partir. Parce qu'il y a eu des absences liées à des pressions de la France et des États-Unis. Sauf si qu'il oublie un aspect très important de ce sommet. Quand vous prenez par exemple le sommet dans son ensemble, on dit sommet paix, développement et humanitaire. Est-ce que vous avez oublié ce mot-là, humanitaire? Donc parce que quand on parle d'humanitaire, d'humanisme, on parle de largesse de la part de la Russie. Et parce que vous-même, vous avez vu, la Russie a distribué des bleus. On va en parler. On va en parler parce que, par exemple, la zone du Sahel, l'Afrique n'est pas le seul continent. L'Afrique n'est pas le seul continent sous-développé. Nous avons l'Amérique du Sud, qui a des pays comme le Nicaragua et autres. Mais qui a vu un sommet de l'Amérique du Sud à la Russie? Dans le contexte au sujet de l'humanitaire, la zone du Sahel est en proie à une guerre sans précédent. La zone du Sahel, c'est là que nous tendons toujours la main. Le Burkina, que ce soit même le Mali. Nous sommes allés pour tendre la main. Non, mais seulement que ces pays-là, aucun des territoires n'est occupé à 100%. Certaines zones sont assiégées et évidemment, cette aide de blé et autres des vivres sont utiles. D'accord. Pour revenir, vous avez quand même, disons plus, Drissa, par rapport à Moussa, dit que c'était une forme de communication pour vraiment montrer leur soutien ou leur coopération avec la Russie. Et par rapport à ce sommet aussi, on a bien vu qu'il y a eu une distribution de vivres, des céréales, 50 000 tonnes pour 6 pays africains. Il y a eu des accords, plus de 90 accords qui ont été signés. Et il y a eu des discours surtout, vraiment. Moi, je voudrais pour l'instant qu'on revienne un peu sur les discours. Quelles sont vos impressions par rapport aux discours, surtout de nous, nos chefs d'État de la sous-région? Oui, par rapport au discours, franchement, les Africains doivent encore se réveiller. Nous vivons toujours dans l'espérance. Nous, quand je dis nous, c'est la jeunesse. Nous vivons toujours dans l'espérance. Et nous avons vu nos chefs d'État qui n'ont même pas été capables de tenir un discours qui peut défendre notre intérêt et notre aspiration. Si je prends par exemple le discours des chefs d'État africains, je vais d'abord laisser le côté du Mali et du Burkina. Je m'en vais prendre d'abord le discours du président Biya et le discours du président Embalo Sissoko. Mais quand un chef d'État, un pays comme la Guinée-Bissau, un pays qui est peut-être en proie même, c'est-à-dire que c'est un pays qui vit au seuil de la pauvreté. Il y a une crise politique aussi. Et il y a une crise politique. Donc maintenant, ce pays, le peuple bissauais, vous envoie dans un sommet si important, comme vous l'avez souligné, et le président n'est pas capable de défendre l'intérêt ou de transmettre le message de son pays, et il est là à parler du trajet qu'il a parcouru pour parvenir en Russie. Ça, quand même, c'était de la honte. Je ne sais pas si le peuple bissau-guinéen ont regardé ce que leur président est allé dire là-bas. Donc, si vous prenez par exemple le discours, ce n'est pas au hasard que les gens ont applaudi au discours du président Ibrahim Ibé, parce qu'il n'est pas parti pour dire le discours de Burkina Faso. Nous l'avons commissionné, nous, la jeunesse, parce qu'il dit qu'il parle au nom de la jeunesse, de sa génération, nous qui sommes maintenant sa génération. Il est allé dire exactement ce que nous pensions ici en Afrique. C'est ça un président. Même si peut-être dans la forme, il y a des manquements, mais le fond, parce qu'il incarnait une aspiration de la jeunesse. Actuellement, nous voulons une libération totale. Nous voulons ces arts de chefs d'État. Et nous voulons maintenant des chefs d'État qui peuvent défendre les intérêts de nous, la jeunesse africaine. Donc maintenant, ce qui concerne le discours d'Assimi Goïta, vous savez, franchement, Assimi est le chouchou des Maliens aujourd'hui. Il faut se dire la vérité, c'est vrai. Mais parfois, il manque des choses. Assimi a manqué maintenant une occasion très en or pour véhiculer le message de la jeunesse du Mali. Il est plutôt allé vers la diplomatie et vers la politique. Parce que si vous regardez le discours d'Assimi Goïta, il ne fait que répéter les mêmes mots. Son excellence, c'est des mots qui caressent.
Mais nous, on n'a pas besoin. On avait besoin de quoi? On avait besoin d'un discours costaud, un discours révolutionnaire, parce que le Mali vit aujourd'hui dans une aspiration révolutionnaire. Donc Assimi devait se lancer maintenant sur la même longueur d'onde que les Maliens, l'aspiration des Maliens, et tenir des discours comme Ibé l'a tenu, tenir des discours de la génération, de sa génération, et le discours qui a fait de lui Assimi. Parce que le discours de la révolution, ce que les Maliens veulent aujourd'hui, c'était ça, et nous voulons une coopération avec la Russie, oui, mais nous ne voulons pas ici pour tendre la main. Assimi devait dire ça comme les autres ont toujours dit, et comme Ibé a dit, et comme Thomas Sankara ont toujours dit devant les Nations Unies. Donc aujourd'hui, le discours d'Assimi a été un discours de la honte, un discours de désarroi, et un discours même qui fait de telle sorte que moi-même, j'avais plein d'espoir pour ce jeune président Assimi Goïta qui est venu changer la donne ici au Mali. Mais avec un tel discours, Assimi est parti sur un terrain très glissant, un terrain de la politique, politicienne. Et il n'était pas allé là-bas pour dire ce que qu'il est parti dire, mais il était parti pour dire, pour transmettre un message, le message des Maliens. Parce que vous savez, si vous comprenez très bien, depuis le début de cette crise malienne, des M5 et autres, qu'est-ce que les Maliens voudraient dire? Parce que nous ne voulons plus l'apanage, nous ne voulons plus le parrainage, nous ne voulons plus ça, nous voulons être Maliens. Et nous avons connu la féodalité. Nous ne voulons plus nous retourner maintenant dans l'interdépendance. Ce que nous voulons, c'est être un pays libre, digne, et notre dignité est recouvrée là. Et c'est ce que nous voulons avoir. Mais Assimi, sur la base de quoi il est allé dire, je ne sais pas qui a rédigé le discours là pour Assimi, je sais que le discours là n'a pas été rédigé ici au Mali, mais c'est au sommet là-bas que ce discours a été rédigé. Sinon, on allait dire ici que Assimi ne doit pas partir avec ce discours de la honte. Cher Moussa, quand même, mais je pense qu'il voulait être assez diplomate aussi. Il faut comprendre que ce n'est pas un fin politicien. Ce n'est pas un diplomate, ce n'est pas un diplomate. Il est issu de la révolution. C'est un président de la révolution. Quelque chose quand même. La dernière fois, lors de notre entretien ici, on a pu comprendre et on a dégagé, vous aviez été tous d'accord, que Assimi commence à porter le manteau de chef d'État. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi dans cette démarche-là qu'il commence à arrondir les angles, parce qu'on va voir les discours. Et ce sont ces discours-là qui ont renversé pas mal de chefs d'État africains. Puisque l'aspiration, vous savez, la révolution, Sartre disait toujours que la révolution, c'est entre le dire et le faire. Tout à fait. Ce que les Maliens aspirent aujourd'hui, c'est une révolution et le retrouvail d'une dignité. D'un pays noble, d'un pays digne, d'un pays respectueux. Donc Assimi devait aller sur la base de cette aspiration de la jeunesse malienne. Nous ne voulons plus, parce que nous ne voulons plus avoir le paternalisme maintenant politique et chercher la France et avoir la Russie comme parrain. Non, nous ne voulons plus ça, parce que nous voulons quand même un pays sérieux, mais dans l'indépendance totale. Si nous voulons avoir une coopération, mais c'est des gagnants-gagnants, et qu'on transporte, parce que nous ne voulons pas tendre la main, mais nous voulons que ces firmes qui sont dans leur pays soient installées ici au Mali, et le Mali devient aussi un pays exploitateur aussi des produits finis. Et voilà, donc c'est tout ça là. Donc le discours de la honte, il faut savoir que le discours d'Assimi a été un discours, tout simplement un discours de la honte. D'accord. Je t'invite à peser tes mots. Parce que dire un discours de la honte, c'est trop fort. Ouais. Apparemment, je vois que ce discours, tu ne l'as pas décortiqué sur la forme et dans le fond. Où est-ce que ce discours il est tenu? Pas au Mali, pas au stade, pas en campagne. Mais lors de la première sortie internationale du président, son Excellence le colonel Assimi Goïta 1. À chaque milieu, à chaque public, son langage. La seconde chose, tout ne tourne pas autour de la jeunesse. Les enjeux du Mali, certes, il y a la jeunesse, mais il y a le défi sécuritaire. On a parlé un peu du défi alimentaire. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Encore que dans le discours d'Assimi, il y a une donne que tu as oubliée, que les téléspectateurs de Mandé TV entendent parler, qui a été relevée, les BRICS. Depuis longtemps, on parlait de BRICS ça et là. On ne savait pas ce que c'était. Mais on avait plus ou moins une idée que c'était quelque chose de parallèle à la Banque mondiale et au FMI. Au jour d'aujourd'hui, les BRICS ont vraiment pris leur vitesse de croisière, je veux dire. L'Algérie vient d'intégrer.
L'Algérie veut même être actionnaire au niveau de la banque des BRICS, qui est conduite par Dilma Rousseff. Parce qu'il y a une présidente tournante actuellement dirigée par le Brésil d'1 an. C'est le président Lula qui est aux commandes. Les BRICS encore, l'Éthiopie, j'ai dit l'Algérie, l'Égypte se bousculent. Pourquoi l'Égypte veut aller aux BRICS? Parce que les BRICS ont cette particularité de faire des transactions en monnaie locale. Donc je vous en prie, sachez décortiquer le discours, évitez la passion. Mais qu'est-ce qui a été dit là-bas concrètement? Évitez la passion. Justement, on a écouté le même discours. On a décortiqué le même discours. Le colonel Assimi Goïta vient dans son communiqué conjoint que nous allons décortiquer bientôt avec le Burkina, a fait une menace de se retirer de la CEDEAO. Depuis plus d'une année, on le sait ici. Les Maliens parlent. On parle du discours, oui. Ce point fait allusion à ce qui s'appelle la souveraineté économique. Autant de Maliens, on le sait, matin, midi, soir, chantent. Quittons la CEDEAO, quittons le CFA. Et l'autre fois, on a parlé du CFA ici, à ce même plateau. On va y la question de l'écho. Donc, je voudrais... je suis bel et bien dans le sommet. Le dernier paragraphe du discours du colonel Assimi Goïta parlait des BRICS. Donc, je sais que quand chacun vient parler, on vient de façon groupée. On vient sous la bannière Afrique, mais après, chaque pays a ses réalités. Le Mali, c'est vrai, il y a eu une révolution en 92, mais le Mali n'a pas eu un révolutionnaire. La Guinée, oui, avec ses Touré, Thomas Sankara et Patrice Lumumba, même Nelson Mandela quelque part. Mais quand on cite les leaders du Mali, un révolutionnaire pur sang, on n'en a pas. Après aussi, ça dépend des personnes et des personnalités. Tout le monde sait que Assimi est une personne, on va dire, introvertie. Et puis, je vous rappelle que Assimi n'est pas le cerveau du CNSP. Assimi est un alors que il est issu de la révolution. Alors que Ibé, lui, le jeune capitaine Ibé, lui, d'abord, il a renversé Damiba. Un coup d'État dans un coup d'État, ce n'est pas qui le veut qui le fait. Ce n'est pas monnaie courante, ce n'est pas régulier, historiquement parlant. Oui. Et dès sa première prise de parole, on a dit oui, c'est quelqu'un qui incarne Sankara. Sauf qu'à l'époque, beaucoup ont dit c'est du populisme, il voulait se faire voir. Ibé est venu exactement comme tu l'as dit, dans une tribune où l'Africain de la rue, qui veut parler à ces dirigeants du monde, à ces dirigeants de l'Afrique, qui à cause de leur mauvaise gouvernance, à cause de ce débat tabou du 3e mandat, à cause de leur règlement de compte, comme le fait actuellement le président Macky Sall avec son opposant Ousmane Sonko, il a voulu vraiment mettre les pieds dans les plats. Parce que nous sommes à cette tribune-là. Ce n'est pas d'égal à égal. C'est parce que nous sommes dans un besoin. C'est parce qu'on est venu pour avoir des marchés. Et comme à chaque fois qu'il y a des sommets, l'Afrique est toujours dans cette posture. Sinon, on a plein de sommets à travers le monde. C'est la raison pour laquelle Ibé a quand même été la visite. Autant pour moi, la vedette de l'événement. Même si Macky Sall a voulu le recadrer. Mais reste que Ibé a dit un discours dans lequel beaucoup se retrouvent. Maintenant, reste à savoir... et aussi, Ibé aussi a fait des révélations. Parce qu'au moment où il faisait son discours, à l'ouverture de ce grand sommet, au même moment à Niamey, les militaires renversaient. Et il l'a dit face au président Poutine, en B2B, face à face, que juste après le coup d'État, plusieurs présidents de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'évidemment, il s'agit de ceux-là qui ont boycotté le sommet de la Russie, pour ne pas fâcher la France, qu'il a dit que ces présidents-là l'ont appelé pour le menacer et l'imputer la responsabilité de ce coup d'État à lui et à la Russie. Oui. Et il a dit depuis cet instant que des sanctions vont arriver, il va prendre position. Donc le jeune Ibé est très radical, il a une fougue, c'est un soldat de rang. Donc son discours, son style, certes il entreuille, mais est différent de la personne de Assimi Goïta et qui est même différente aussi de la personne de Mamadi Doumbia. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez pu faire pour rester toujours dans les discours, vous avez fait une réflexion, une analyse par rapport au discours même de Poutine? Parce que dans le discours de Poutine, pour moi, quand j'ai regardé, voilà, moi j'ai trouvé quand même qu'il était un petit peu désolé de voir qu'il allait poursuivre des investissements en Afrique et que ce taux d'investissement baissait, par contre dans certains pays augmentait, mais notamment avec le Mali, et qu'il espérait à ce que ça puisse augmenter dans les années à venir. Et dans ce discours aussi, évidemment, il a parlé de la coopération au niveau du secteur minier, et il a carrément lâché l'exploitation du lithium. Tout le monde sait que le Mali, officiellement en tout cas,
n'a pas commencé l'exploitation du lithium qui est prévue pour l'année prochaine. Lui, il n'a pas dit minerai entre autres, il a dit lithium. Ça m'a beaucoup interpellé. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous également. Oui, effectivement, l'intérêt que cherche la Russie au Mali, tout le monde le sait, peut-être il ne faut pas concevoir la face. Il faut savoir que si vous prenez d'abord, je vais faire une rétrospective, on vient au discours d'Assimi Akai, où il dit qu'ils sont en train de travailler sur réorganisation du contrat minier au Mali, en ce qui concerne l'or. Donc, ils vont soumettre encore le dossier au niveau de l'Assemblée. Donc, si le CNT vote, tant pis pour ceux. En tout cas, il ne va pas indexer un pays. Et si des gens qui sont d'accord pour les conditions proposées par l'État, donc, vont travailler avec eux. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller ailleurs. Donc, si vous prenez encore le discours du président Poutine, et qui indexe un minerai, donc le lithium, je dirais que c'est un partenariat économique, un partenariat minier, mais en tout cas, j'alerte, parce que moi, je fais partie parmi ceux-là qui ne sont pas totalement d'accord à la coopération russe. Et vous savez, la petite histoire, la Guinée fut le premier pays à recevoir une usine d'alumine en Afrique, Rusal, qui a été construite par les Russes. Et depuis plus de 60 ans, il y a cette coopération. Sékou Touré a fait ce divorce entre la France et la Guinée pendant plus de 25 ans. Et la Guinée s'est tournée vers l'Union soviétique, la Russie. Mais jusqu'à présent, moi je ne vois pas grand chose des Russes en Guinée. Et si ce n'est pas construire une université, un stade et tout ça là, et puis c'est tout. Donc la Russie, c'est un pays qui ne développe pas dans un partenariat. Mais la Russie peut être un pays, c'est un pays marchand d'armes, un pays de protection, mais pas un pays de développement. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avec la coopération russe. Moi, dans des coopérations, je suis plutôt d'accord pour la coopération chinoise que la coopération russe. Parce que la Russie ne développe aucun pays dans le monde. Moi, je n'ai jamais vu quand même un pays africain qui a une coopération bilatérale avec la Russie et qui s'est développé dans cette coopération. Moi, quand même, je ne veux pas. Parce que la France avait sa main. Il y a des pays où la France n'existe carrément pas. Il y a des pays où la France n'existe pas parce que, par exemple, les pays de l'Afrique du Nord, par exemple, les pays comme Maroc, comme Algérie, où les Français ne sont pas la bienvenue. Algérie, par exemple. Et il y a la coopération entre l'Algérie et la Russie. Il y a la coopération entre l'Égypte et la Russie. Mais qu'est-ce que ça les a servi? Vous savez, la Russie, quand même, est une puissance, il faut se dire la vérité, une puissance nucléaire. La Russie, c'est que, en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, elle sera toujours convoitée, elle sera toujours appelée par les Africains. Et c'est pourquoi, d'où la présence massive russe actuellement en Afrique. Et si ce n'était pas l'aspect sécuritaire, la Russie a quoi à faire en Afrique? La Russie ne développe pas l'Afrique, la Russie même ne se développe pas elle-même. Est-ce qu'aujourd'hui aussi la Russie ne va pas rentrer dans une démarche? Parce que la Russie est quand même consciente que... Bien sûr. La France a fait beaucoup pour... Elle sera là, la Russie sera tout simplement au Mali pour l'exploitation minière. Non, la question est à se poser. Je pense que ça a été vu quand même. On sent que la Russie aussi veut tendre à améliorer la coopération qu'elle faisait par le passé. Non, mais il va de soi. La Russie n'a pas l'argent. La Russie n'a pas l'argent à donner à mais ce que vous oubliez, ce que tu oublies, monsieur Moussa. Et c'est un pays sur... moi je vais dire, c'est un vaste pays de 17 millions de kilomètres carrés, soit plus de 10 fois le Mali. Il faut pas voir la chose sous cet angle. Mais il faut voir ça autrement. Économiquement pauvre. Un pays économiquement pauvre. Je vous dis, la coopération russe n'apporte rien à l'Afrique. Si la Russie était économiquement pauvre, elle n'allait pas aller dans un duel économique, faire face à des sanctions
vivre l'embargo des années et des années durant. Mais vous avez oublié les alliés de la Russie. Vous avez oublié les alliés de la Russie. La Chine qui est actuellement le pays économiquement prêt. Il y a une chose que je vais vous dire. Il ne faut pas l'oublier. En 2021, vous savez, quand il y a eu le coup d'État au Mali, le 18 août 2020, moins de 2 semaines après, certains ont dit « Ah, ces gens-là qui viennent d'arriver au pouvoir, on ne connaissait pas les noms, hein, à part Malik Diaw. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont été en Russie. Est-ce qu'ils ne seront pas avec la Russie? Est-ce qu'on ne verra pas la Russie venir ?» C'est pour ça que quand la Russie a commencé à se manifester, s'afficher ici, moi, ça n'a pas du tout été une surprise. Mais par contre, ils faisaient un jeu. On disait non, collaboration bilatérale, instructeur russe. Mais il ne faut pas oublier, pendant plus d'une année, le patron de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, était très bavard. Aux Nations Unies, où le Premier ministre, Dr Chogal Maïga, a dit que la France nous a lâchés en plein vol. Pendant ce même sommet-là, mais le patron de la diplomatie, Abdoulaye Diop, s'est ouvertement affiché avec Lavrov. Et puis, chaque fois que Lavrov fait ses communications seul ou avec les leaders du Mali, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le Mali félicite la Russie, lui, Lavrov, il disait ouvertement, Wagner est au Mali. Il prenait Wagner par son nom. Il situait la position de Wagner, que le Mali ne demandait pas. Hein. Et en plus aussi, il disait une chose. La France est venue vers nous ouvertement, nous supplier ou nous intimider pour que ces pays-là qui sont de son précaré ne soient pas sous influence russe. Et nous les avons envoyés balader parce que leur colonisation n'a pas marché. Ils ne sont plus une alternative. Et ça, ce sont des éléments de langage, des communications de Sergei Lavrov qui est même venu à Bamako ici, il y a quelques mois, bientôt 1 an. Il y a 1 an. Donc c'est pour vous dire que tout ce que la Russie fait n'est pas fortuit. Tout ce que la Russie fait n'est pas caché. Et en plus, comme je le dis, on parle du G5. La Russie est dans le G5. Ne vient pas au G5 qui veut. Ne vient pas au G5 quelqu'un qui ne pèse pas. Donc l'influence russe, elle dérange. C'est vrai que la Russie vient maintenant de prendre de façon globale. Parce que pour moi, c'est comme si la Russie vient dans les pays en guerre. Il faudra le laisser terminer. Je vais finir. Les pays en guerre. Tu sais pourquoi tu as ce souci-là? Parce que la Russie va hériter de tout, entre guillemets, de tout l'héritage de la France. C'est-à-dire que quoi? Non, jamais. Si, comment? La Russie, en fait, était toujours dans un entrée couché. Tu entres, tu te couches. Pour te laver, tu dois aller dehors, tu vas aller ailleurs. Pour manger, tu vas aller courir à gauche, à droite, tu vas aller chez les parents. Mais quand la Russie maintenant prend le précaré français, qui est maintenant la zone russe, parce que désormais ces pays-là sont vus comme ça, et ce sont ces pays-là qui sont allés à ce sommet, tu hérites maintenant d'une villa où tu as une cuisine que tu dois entretenir, où tu dois faire tu dois préparer, tu hérites aussi de toilettes internes, différentes de la gestion de toilettes externes qui parfois sont publiques. Donc c'est pour dire que la Russie a un héritage qui n'est pas évident, du fait que la Russie était dans cette chambre-salon-là, n'était limitée et confinée qu'aux seules questions des armes. Mais désormais, de plus en plus, c'est vrai qu'on parle plus de Wagner, mais notre consoeur Fadima l'a dit, il a été question des bourses. Il est clair que le gaz, même si on parle du blé, le gaz, tous ces pays-là qui se sont affichés, ça va être un indicateur. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder quand nous parlons de la collaboration de la Russie. Et d'ailleurs, au prochain sommet aussi des BRICS, prévu en Afrique du Sud, on pourrait avoir des déclarations aussi par rapport à l'Afrique. Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs nations. L'Égypte n'est pas une petite nation. L'Algérie aussi est une puissance africaine régionale. Tapent à la porte et sont quasiment validés à ce niveau-là. D'accord. Ibek, quand même, dans sa communication, dans ce discours, il a évoqué, par exemple, la possibilité ou bien l'aide. Il implorait la Russie de pouvoir leur aider à mettre en place ou à construire une centrale nucléaire. Est-ce que c'était pas quand même un rêve un petit peu utopique ou bien c'était une stratégie pour dire que vaut mieux taper très haut pour pouvoir avoir quand même un certain niveau? Oui, si la Russie est sérieuse, vous savez, IB, c'est ce que je viens de dire, IB a transmis le message de sa génération. Dans nos coopérations maintenant, nous ne voulons pas du tout qu'on nous importe quoi que ce soit. Nous voulons la transformation chez nous. IB, il n'a pas rêvé haut, et ça, ce sont des partenariats sincères.
Et il faut peut-être, si le Burkina Faso hérite de centrales nucléaires pour donner le courant à la sous-région, et ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Mais si la Russie est sérieuse dans sa coopération, donc elle peut le faire si elle le veut. Mais si elle ne le veut pas, peut-être on va dire que IB a rêvé trop. Mais le Burkina Faso n'est pas un pays qui ne peut pas abriter centrales nucléaires. Maintenant, pour donner le courant, ce n'est pas nucléaire pour fabriquer des armes, mais centrales nucléaires pour donner le courant. Parce que nous sommes aujourd'hui, j'ai dit dans les émissions précédentes que nous sommes toujours en déficitaire énergétique. Il y a les dessertes électriques toujours ici au Mali. Vous-même constatez les coupures interceptives ici au Mali, en Guinée, ou même en Côte d'Ivoire, il y a des coupures de courant. Parce que les populations, si vous regardez au Mali dans son ensemble, 20% de la population n'ont pas accès à l'électricité. Donc, si centrale nucléaire là devait avoir jour, peut-être ça va encore augmenter ce que nous avons ici dans les sous-régions, et il peut y avoir aussi des interconnexions pour donner le cas. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de l'électricité. Quand même, il faut se dire la vérité. On ne peut pas parler de développement parce que nous voulons la transformation chez nous. Et il y a des firmes qui ne peuvent pas d'abord fonctionner tant qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité pour faire fonctionner l'usine. Donc tout ça là, IB est dans son rôle. C'est notre partenariat et c'est notre message. Et au lieu quand même de nous transporter chaque fois des choses, il faut quand même des nucléaires aussi chez nous, des centrales nucléaires chez nous, pour que nous puissions quand même travailler très bien, ou bien l'autosuffisance énergétique. Donc si c'est acquis, peut-être celui qui est même au village peut facilement travailler, parce qu'on a vu les entreprises qui sont ici au Mali, beaucoup d'entreprises ici au Mali parce qu'il y a l'électricité à Bamako, mais dans les villages, on est obligé de venir à Bamako pour réaliser ses rêves. Mais s'il y a l'électricité dans le village, pourquoi maintenant venir ici pour implanter son entreprise ici à Bamako, puisqu'il y a l'électricité? Donc l'électricité, c'est avec le développement. IB maintenant parlait du développement. Il voulait maintenant un Burkina émergent, un Burkina peut-être comme une proue, la tête d'une proue, donc d'être locomotive même du développement de la sous-région. Mais il rêve, ça c'est très... Est-ce que c'était pas une stratégie de buzz quand même? Parce que moi personnellement, ça m'a pas convaincu, parce que je me suis dit centrale nucléaire tout de suite pour un pays pauvre, pour un pays qui a faim. Qui dit centrale nucléaire dit beaucoup d'énergie. Donc il aurait pu envisager par exemple une centrale photovoltaïque. On sait très bien que nos pays sont tellement bien moi fournis en j'ai soleil. des débuts de réponse. Vous savez, l'Afrique, 60 ans ou 70 ans plus tôt, quand les Africains disaient le mot indépendance, mais les Blancs riaient. Ils disaient même, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais quand la chanson Indépendance Tcha-Tcha naissait, c'était en fait la guérilla qui se préparait, mais pour eux c'était simplement une chanson. Nous en sommes en 60 ans plus tard avec des pays indépendants, jusqu'à ce qu'il y a à l'intérieur de certains pays des scissions qui ont donné naissance à des micro-États. De la même manière, n'oublions pas cette fameuse phrase « I have a dream » qui vient des États-Unis. Cette phrase n'était pas fortuite. Pour aller de l'avant, il faut rêver. Même, nous sommes dans le contexte de la panafricaine qui vient d'être célébrée le 31 juillet. Mais je vais aller à la fête même la plus importante, le 8 mars. C'est parce que avant, il y a des dames à qui on ne permettait pas d'avoir certaines places, d'avoir certains accès, qui ont fait un combat, que nous y sommes. Dans nos pays aujourd'hui, on est en réalité à la parité. Mais le complexe africain et le majoritarisme et certaines choses étant, les pesanteurs sociales, on confine souvent à 30%, sinon dans toutes les constitutions, tous les hommes naissent libres et égaux. Exactement. Donc c'est pour vous dire que IB n'a pas parlé dans le vent. C'est comme je prends les Nations Unies. Les sièges permanents, c'était un cercle fermé. Mais dans cette bataille russo-mondiale, africano-européenne, on parle maintenant du siège permanent de la Russie aux Nations Unies. Et pour clore mes exemples, parlons du mondial. L'Afrique devait obligatoirement être là. Et l'Afrique était confinée à juste 2-3 places. Il a suffi qu'un certain Roger Mila puisse heurter le grand Diego Maradona pour qu'on se rende compte que l'Afrique a du répondant. Comme on dit, l'Afrique a un incroyable talent
pour qu'il y ait assez d'équipes. Et à cet instant où nous sommes en 2023, l'Afrique aura près de 10 places au prochain mondial. C'est pour vous dire que certaines choses peuvent être dites. Peut-être le style de la personne, le contexte, ou selon nos affinités, on peut parler de buzz. Moi, je prends un exemple concret pour donner raison à IB. Quand le président Alpha Condé venait aux affaires, la Guinée était affichée comme un pays où il n'y avait jamais le courant. On en faisait même une ironie. Oui. Carrément, avec notre fameux slogan, Yemuna Temuna, pas d'eau, pas de courant. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte? Alpha Condé, déjà avant lui, il y avait le fameux garage de Garafiri, oui, où Conté a quand même, Lansana Conté, le président, a été victime de tromperie. Oui. Mais à cet instant où nous parlons, il y a 2 barrages qui sont sortis quand même de terre. Oui. Kaleta et Swapiti qu'il a eu à développer quand on parlait de l'OMVS. Ces barrages-là, il y a des arrêts, parce que le management, l'Africain et l'argent, et aussi l'instabilité politique, et même les récessions économiques, Covid, Ebola. Mais ces barrages-là, leur capacité, ce n'est pas qu'une couverture nationale. Hein. Oui. Ce sont des barrages qui vont et qui seront en mesure de couvrir la sous-région. Donc, quand le capitaine IB parle de ce projet, il n'a pas parlé dans le vent, c'est une vision. Et puis, la politique étant ce qu'elle est, j'espère que nous aurons longue vie. J'espère que nous verrons les 10 prochaines années. Je m'attends même à ce que, si IB est là, tant mieux, mais s'il n'est pas là, les politiciens qui suivront, en tout cas, si certains ont ses affinités ou pas, reviennent ou fassent de la récupération. Parce que le lithium, c'est un enjeu. Et à travers ça, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que même IB a dit. On ne peut quand même pas être éternellement... Les batteries, les voitures électriques... Évidemment, on ne peut pas. Justement, et sur ce point, même parlant de ça, le Rwanda est beaucoup avancé à ce niveau. Voilà. Donc, on ne peut pas passer notre vie à courir auprès des autres. C'est pour ça que je dis... Parlant du fameux terme scandale géologique, moi je touche le scandale solaire. Je suis très écœuré quand je vois que nous, nos pays, au Mali et même le Sahel, ce soleil-là que nous avons, on se retrouve encore à voir l'eau, le courant partir. Il importe que nous soyons beaucoup dans le voltaïque, il importe que nous puissions miser dans cela pour avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Car comme Moussa l'a dit, il y a une réalité. Sans électricité, par exemple, le secteur de l'industrie ne pourra jamais être développé. Et enfin, j'invite aussi les autorités, parce qu'elles ont beaucoup misé sur ce système de carburant, où il y a tout le temps des détournements, il y a tout le temps de la fraude. Il serait temps de songer à assainir à ce niveau. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, le message, il est très bien passé. Pour ça, moi, je vais me retourner vers vous pour savoir comment expliquez-vous, par exemple, l'absence de Doumbouya au sommet. C'était pour afficher son partenariat avec la France ou notamment bouder un petit peu les autres. Comment expliquez-vous ça? Oui, vous savez, Doumbouya n'a pas surpris les Guinéens. Peut-être sa présence aurait été une grande surprise, mais son absence n'est pas une surprise pour les Guinéens. En tout cas, pour qui connaît comment Doumbouya est venu au pouvoir. Vous savez, dans les autres pays, j'ai l'habitude de dire à mon ami Idrissa que dans les autres pays, le Mali, Burkina, Niger, on a fait le coup d'État à la France. Mais en Guinée, c'est la France qui a fait le coup d'État. Puisqu'il y avait un président qui était tourné vers la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres pays en voie de développement. Donc, mais la France, à travers son légionnaire, donc ils ont renversé le professeur Alpha Condé et au profit de Doumbouya, c'était pour mettre la main sur la Guinée. Imaginez 3 pays dans la même situation. On condamne le Mali. La France ne cautionne pas le Mali. La France ne veut pas entendre parler de Burkina. Mais dans la même transition, la même France met la Guinée parmi les pays prioritaires, et chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 50 ans. Depuis l'indépendance, la Guinée n'a jamais figuré sur la liste des pays prioritaires de l'aide humanitaire de la France de 90 millions. Et la Guinée a eu ça dans la transition. Et pas plus qu'un mois, il y a ce sommet. Et vous croyez que le président Doumbouya va partir? Puisque quand on faisait le coup d'État, le président Doumbouya, selon les autorités, il était dans un blindé, maintenant accosté au niveau de la devanture de l'ambassade de France.
Et au cas où ça foirait, il rentre directement dans l'ambassade. Donc ce sont des Français, il est français et sa femme est française et ses amis sont français au palais. Donc c'est la France qui gouverne la Guinée. Et vous croyez que la France va partir au sommet, puisqu'il y a un sentiment anti-français actuellement. Donc la main noire de la France en Guinée, Doumbouya ne pouvait pas aller. Donc on s'entendait. Donc on comprend bien la logique avec le MVS. Je vais essayer de te taquiner. Oh non, le MVS c'est tout autre chose. J'espère que le financement du barrage a commencé au plan local. On compte sur la France pour vous aider. Non, sauf si c'est impossible que ce que Doumbouya veut faire en Guinée, c'est impossible, puisque on connaît le sentiment anti-français guinéen et Sékou Touré nous avons inculqué cela il y a plus de 50 ans et nous sommes naturellement anti-français, système français, parce que nous ne sommes pas anti-français, mais nous sommes anti-système français. Oui. Donc, c'est pas... Doumbouya ne peut pas aller envoyer la Guinée sur ce chemin, mais je crois qu'il y a des Guinéens aussi qui l'attendent. Maintenant, il verra toujours les Guinéens comme le monde Kilimanjaro aussi, c'est-à-dire maintenant de livrer la Guinée à la France. D'accord, un petit détail à rajouter par rapport au sommet pour qu'on puisse passer sur un autre dossier. Ah oui, par rapport à ce qu'il dit, je veux rebondir et même plonger. Vous voyez ma tenue? Je pense que vous la connaissez. Elle est belle en tout cas. Voilà. Ça s'appelle Forêt Sacrée. Forêt Sacrée. Allusion faite à cette partie sud de la Guinée frontalière à la Côte d'Ivoire. Ouais. Cette tenue, lors de la Tabaski, qu'on appelle Mamaya en Guinée, dans la localité de Kankan où j'étais, célébrée pendant une semaine. Le deuxième jour, c'est cette tenue-là qui était portée. Doumbouya l'avait portée. Il était dans son terroir, il était chez lui. Et la région de Kankan ne s'en cachait pas, était fière de voir son fils rallier le Nabaya. Je suis désolé quand vous dites que Doumbouya est un produit pur français. Il a affiché sa guinéenneté, pour ne même pas dire même sa cancanaisité, lors de la récente fête de Tabaski. Par contre, l'arrivée de Doumbouya est quand même du pain béni pour la France. Alpha Condé, quand il était là, le troisième mandat a fait débat. Mais Alpha Condé a quand même fait un gros clin d'œil à la France. N'oubliez pas qu'Alpha Condé quand même a ouvert le marché portuaire et plein de choses à M. Bolloré, qui n'est pas n'importe qui est à la tête du groupe propriétaire de et Canal Horizon. Et il les a sachés au profit de Al-Barak. Bien sûr. Attention. Mais justement, je vais y venir. En parlant d'Al-Barak, la Turquie, quand vous dites que Alpha Condé s'est affilié avec la Turquie, et qu'il a été... Et tout ça en une minute pour clôturer ce dossier-là, parce que le temps nous risque rien de nous faire... J'y viens, je vais finir. Parce qu'il a eu à dire que la Turquie et la Chine étaient vraiment dérangeants et que la France a eu à agir. Je suis désolé. Si c'était vraiment le cas, quand M. Doumbouya allait arriver aux affaires, le contrat d'Al-Barak portuaire que Alpha Condé a négocié avec la Turquie, il allait l'arrêter. C'est un contrat quand même de 500 millions, de dollars. On peut pas le contrat avec la Chine, qui est signé sur 10 ans, qui a fait 5 ans, chaque année, 1 milliard de dollars. Oui. Je crois que quand même ces contrats n'ont pas été arrêtés. Et c'est à travers même ces contrats-là, ce contrat par exemple, que l'autoroute Conakry-Bamako, qui est finalement devenue une mini-route, a été fait. Le partenariat turc n'a pas été arrêté, le partenariat chinois n'a pas été arrêté. Donc je pense qu'il faut parfois... Mais il faut voir aussi l'aspect du tribunal international. On ne peut pas arrêter un contrat dignement signé par un État légalement installé. Là quand même, je suis désolé mon frère. Ça, il ne pouvait pas arrêter. Le président pour résilier un contrat, mais il faut des processus. Attention. Mais moi je vous mets devant le fait accompli. Vous avez dit que certaines nations dérangeaient et le nouveau président nous avons un président francophile et nous l'attendons. Mais ce président, comme vous le dites... Jusqu'à présent, pendant 2 ans qu'il est aux affaires, la France n'est visible dans quoi que ce soit, que je sache. On parlait à un moment même d'une coopération militaro aux environs de la frontière, on n'a rien vu. Et que je le sache, je ne vois pas vous ignorez l'aspect. Le président la Guinée étant en transition, parce qu'on ne peut pas condamner le Mali que ce sont des pays maintenant illégaux. Vous savez, après maintenant vous dites que la Guinée est un pays normal. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mais qu'on va aborder tout de suite, c'est que la Guinée n'est pas un pays en guerre. Tant que les gens ne se mettent pas ça en tête, pour savoir que Doumbouya a plutôt un défi institutionnel et politique à régler, contrairement aux autres qui ont une guerre ou qui ont quand même perdu l'essentiel de leur territoire à régler, on fera toujours la confusion entre les transitions. D'accord. Très bien, monsieur. Donc, on va boucler cette parenthèse-là. On va la fermer. Tout de suite, une petite parenthèse juste en flash assez rapidement. On a vu notre ministre
de l'industrie en colère sur une certaine vidéo concernant les usines de Soukala et N-Soukala. Voilà, assez rapidement. Vous avez pu avoir quelque chose de potable peut-être? Oui, vous savez, j'ai mené mes enquêtes. Je suis allé au département pour chercher ce que le ministre a dit et ce qui est la réalité. Mais en réalité, souvent, peut-être c'est très difficile d'avoir un ministre malien, aussi éloquent, si je me permets de le dire. Aussi pragmatique, peut-être il est issu du secteur. Hein, oui, je le dis parce que aucun ministre ne l'a dit ici depuis que la transition a commencé. Et les ministres se sont succédés maintenant à la tête de ce département. Et on sait l'état dans lequel les deux entreprises-là se trouvent. Et on connaît tous la réalité. Mais on n'a pas dit aux Maliens. Parce que tout ce que nous voulons, c'est d'informer les Maliens ce qui se passe au Mali. Effectivement, le ministre a bel et bien dit, et si vous regardez les deux entreprises, que ce soit Soukala, qui a été installée depuis dans les années 60, 1965, et que ce soit N-Soukala, qui a été installée entre 2017 et 2018, et jusqu'à présent, les Maliens commencent à importer du sucre. Mais ça, quand même, c'est aberrant, c'est révoltant. Et maintenant, de surcroît, et ces deux entreprises se trouvent aussi en déficit financier et pourtant le Mali est un partenaire dans ça. Il n'y a pas de dividendes, il y a dette au rouge, la dividende aussi au rouge, c'est-à-dire l'entreprise ne produit pas assez, non seulement elle ne gagne pas aussi pour faire gagner le Mali, mais on ne sait pas qu'est-ce que le Mali gagne dans ça. Donc les Maliens ne gagnent rien. Mais il faut que le ministre était dans son rôle d'informer l'opinion nationale que les deux entreprises qui sont au Mali, maintenant que les Maliens ont tendance à croire que oui, nous avons des usines maintenant de fabrication de sucre et que ça ne produise pas. Là, quand même, c'est une vérité. Et nous voulons ces ordres de ministres à la tête de nos départements qui nous disent des choses cachées. Et ce sont des révélations à fouetter. Et le jour à venir, nous allons nous intéresser, nous allons maintenant fouiller davantage et pour mener une bonne investigation pour comprendre réellement ce qui se passe au sein de ces unités industrielles. D'accord, merci beaucoup. Idrissa, peut-être un mot à rajouter ou on passe au dossier prochain? Un mot à rajouter très rapidement. Tout d'abord, vous savez, ce ministre, son profil, il n'est pas surprenant. Il est quand même issu de la Banque nationale du développement agricole, banque dédiée au monde rural. Et il n'est pas en fait le seul cadre. Le gouvernement a vu juste, que ce soit lui, Moussa Alassane Diallo, ministre du Commerce et de l'Industrie, que ce soit le ministre de la Refondation, Ikassa Maïga, qui a été responsable de questions juridiques là-bas, et même que ce soit le ministre même de l'économie et des finances, Aluceno Salou, tous ces trois sont des produits de la BNDA. Donc le gouvernement a vu juste, en prenant justement, parce qu'il savait que c'est ce genre de choses qui allait se passer, des banquiers qui connaissent donc l'arène, comment on va dire, du commerce et de l'industrie, qui collaborent, en fait, ce sont des partenaires naturels à eux, le secteur privé et les entités publiques, industrielles comme privées. Donc, quelque part aussi, cette sortie est une bonne chose, parce que ça permet de savoir que ce nouveau gouvernement travaille. Ça permet de savoir aussi que ce gouvernement qui est là, il y a quasiment un mois, est à l'œuvre. Et évidemment, les nouveaux ministres se savent très attendus. Les autres, eux, on les voit matin, midi, soir, tout le temps au JT. C'est de la routine. Mais les nouveaux qui arrivent dans ce contexte un peu délicat, ils doivent faire leurs preuves. Donc cette sortie du ministre permet de savoir que dans son style, dans son approche, il va, comment dirais-je, mettre de l'ordre dans le désordre. D'accord, donc ce dossier-là, c'est affaire à suivre. On va aller vraiment, on va le suivre de très près. Apparemment, ça peut être un dossier quand même assez potable. Donc, on va passer à l'actualité régionale. Évidemment, là, c'est le voisin, le Niger. Ah. L'autre fois, on ne savait pas ce qui se passe. Là, on va dire jamais 204. Ah oui. C'est carrément ça. Oui, jamais 2, 3, 104. 104 alors. Oui. Moussa. Effectivement, la bête s'appelle. Ce qui se passe au Niger, vous savez, cette citation de Mahatma Gandhi qui dit toujours que
lorsqu'une personne reconnaît qu'il est contraire à sa logique d'homme, d'obéir, aucune force tyrannique ne peut la servir. Et ça, c'est une réalité au Niger. Le Niger était devenu, le coup d'État était visible, et beaucoup d'observateurs, peut-être ceux qui ne voulaient pas voir, parce qu'il est difficile de faire réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et les observateurs, ceux qui connaissent beaucoup le Niger, pensaient que ce coup d'État allait venir. Nous, quand même, nous le pensions, et que ce coup d'État allait venir. Puisque le Niger était devenu un dépotoir des ordures, maintenant jetées par le Mali. Il faut se dire la vérité. Et le Mali a chassé MINUSMA, la France, et ils sont allés s'installer où? C'est au Mali et c'est au Niger. Donc, chaque fois que le Mali chasse quelque chose, maintenant le Niger absorbe. Donc, le Niger était devenu un pays qui absorbe les déchets toxiques du Mali. Et l'armée nigérienne voit cela et comprend réellement ce que le Mali est en train de traverser aujourd'hui. Et le président Bazoum aussi est parti à la fin avec le président de la transition. Et pourtant, il y a cette fameuse zone de 3 frontières il est allé très loin, puisqu'il faut se dire la vérité. Si vous prenez par exemple le numéro 2 de cette transition, et celui-là était venu ici, maudit, il était venu ici au Mali, et après, une semaine après, il a été remercié et gracié par le président de la République. Donc cela veut dire que toute personne qui tentait une coopération bilatérale avec le Mali, le président était considéré comme personne non grata au Niger. Et pourtant, il y a cet aspect de patriotisme qui est en train de gangréner maintenant la tête de la génération montante actuellement en Afrique. Nous voulons une indépendance. Nous voulons être libres. Nous ne voulons plus être soumis à des ordres. Donc, c'est cette soumission-là qui a donné naissance à ce coup d'État. Puisqu'on a vu que la France, maintenant, considérait beaucoup le régime de Bazoum et qui était devenu d'avoir un allié très considérable pour déstabiliser. Puisque moi, je considère toujours le Niger comme un point très stratégique pour la France pour déstabiliser maintenant le Sahel, pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Burkina Faso. Donc, en voyant cela, et les frères d'armes, ils ont pris leur initiative. Moi, je ne soutiens jamais un coup d'État, mais le coup d'État du Niger, je le soutiens pour le panafricanisme. Vous l'avez soutenu quand même. Alors, Idrissa. Vous avez dit, Madame Fadima, jamais 204. Situons les contextes rapidement. Tout d'abord, le Mali. Un imam prend la rue, il est suivi. De façon intéressée ou désintéressée, le président y tombe. Il y a un coup d'État. CNSP. Ensuite, la Guinée. Un 5 septembre, nous voyons tous un grand professeur habillé en tenue de toilette aux mains des militaires. Il y avait un malaise du 3e mandat. Les divergences fusaient de toutes parts. Et pour se prévenir même, il avait envoyé tous les hauts gradés dans les ambassades. Ensuite, le Burkina. Un coup d'État pour péril sécuritaire prend forme. Et même pour des divergences de l'orientation des choses, un coup d'État dans le coup d'État, il naît. Au Niger, au moment des faits, ce ne sont pas les populations qui ont pris les rues. Mais déjà, je tenais à rappeler, pour ceux qui l'oublient ou qui font semblant de ne pas se rappeler, il y a moins de 2 mois, les populations avaient pris les rues contre la présence de Barkhane. Il a utilisé le terme dépotoir que je n'utiliserai pas, qui est trop fort. Mais c'est bel et bien vrai que quand cette armée a été chassée du Mali, elle allait au Niger, les populations n'en voulaient pas. Mais le gouvernement a pris les devants, conduit le dossier à l'Assemblée nationale qui a été très vite ratifié. Et au jour d'aujourd'hui, je donne raison à une panafricaniste que je suis sans la soutenir, qui a eu raison, Nathalie Niam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle est déçue de l'armée française. On la chasse. Et elle, au lieu de rallier les camps en France, dans la métropole, va se clouer au Niger. Comme quoi ce serait une armée sans domicile fixe. Et d'ailleurs, cette armée même est un danger pour la junte actuellement. Parce que Paris est en train de hausser le ton. Il y a la fameuse mine Arriva, qui a changé de nom apparemment. Qui s'appelle Orano maintenant. Iranium, voilà, qui est au cœur même des enjeux. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Ce coup d'État, en réalité, que ce soit à tort ou à raison, l'homme Bazoum faisait polémique. Donc c'était prévisible en un mot. Oui. C'était prévisible parce qu'il n'était pas dans l'esprit du panafricanisme. Ne s'entendait il n'était pas dans l'esprit de la jeunesse nigérienne. L'homme, il faut se dire la vérité. Bazoum passait son temps
à insulter les autres chefs d'État, surtout le Mali. Les deux, c'était très dégradé entre lui et le Mali. Même que je me souviens que... Et même avec la Guinée. Oui. Avec le coup d'État, quand il y a eu le coup d'État, il dit qu'il pensait que le professeur Alpha Condé contrôlait son armée. Et maintenant, lui, il ne maîtrise pas son armée. Et il a encore eu à dire une fois que les terroristes sont plus aguerris que... Imaginez un président de la République. Mais ça a été un président de la République. Que c'est sorti de son contexte. Hein. Oui, non, mais c'est pas dans son contexte. C'est un président de la République. Non, madame, n'oubliez qui pas. Est censé de dire. Vous savez, on a vu ATT ici. Oui. Le Mali, quand les gens disaient que les gens partaient, défilaient au palais, en disant qu'il faut combattre l'ennemi au nord, ATT étant un militaire aguerri, n'a jamais dit que le Mali n'avait pas d'armes. En ce moment-là, le Mali n'était pas armé. Parce qu'on avait brûlé toutes les armes du Mali. Oui. Et ATT commandait maintenant dans la discrétion pour armer le Mali en fait d'attaquer. Parce que le Mali ne pouvait pas attaquer les terroristes. On sait que les militaires là sont plus 3-4 fois mieux armés que les Maliens. Et c'est France 24 d'ailleurs qui a annoncé les nouvelles. Et mais si un président de la République qui se soit devant la télé France 24 et qui dit que les militaires là sont 2 fois plus les rebelles sont plus 2 fois plus armés que nous, cela veut dire quoi? C'est d'ouvrir la porte à ses ennemis, puisqu'on sait maintenant leur faiblesse et il faut les attaquer. Mais aujourd'hui, le Mali est armé. On sait maintenant, au lieu d'attaquer le Mali, c'est le Mali qui attaque maintenant. Donc c'est pour vous dire que le coup d'État du Niger a eu raison d'être et il faut ce coup d'État-là pour débarrasser l'Afrique maintenant de cet ocard. Pour clore la question, ce que je voulais dire, c'est que justement ces paroles-là, de rebelles plus aguerris que nos armées, psychologiquement, le soldat qui est sur le terrain, il se sent mal à l'aise. Oui. Psychologiquement, ce soldat-là, il aura un complexe. Et ça, c'était pas bon. Ça s'appelle saper le moral des troupes. Comme je l'ai dit, et lui et le Burkina, les relations n'étaient pas bonnes. Et même encore mieux, le Mali a quitté le G5 Sahel. Les raisons du départ du G5 Sahel, c'est quelque part à cause du Niamey. C'est à cause du président Mohamed Bazoum. Justement. Bon, comme avant lui, il y avait Mahamadou Issoufou. Oui. Je me suis un peu perdu. Donc, c'est dire que l'homme, vraiment, dans sa coopération régionale, ça n'allait pas du tout. Même dans le plan commun antiterroriste, ça n'allait pas du tout. Et à l'interne, avec son armée, il y avait quand même quelques divergences. Mais néanmoins, il y a quand même un sujet, à travers mes informateurs à Niamey, qui revient souvent, qui n'a pas encore explosé. On connaîtra les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que c'est? Paraîtrait que des enquêtes ont été faites. Il y a des détournements ou des suspicions de détournements qui concerneraient certains leaders même qui sont au devant de cette junte. Et que ces derniers étaient à 2 doigts de se retrouver dans la case prison. Et je sais que ce soit vrai ou faux, on aura ultérieurement les détails autour de cette question. Mais pour soi, le coup d'État, il est consommé. Bien sûr, il y a maintenant un défi qui est là. Attention, consommer ou pas. Oui, il y a une délégation actuellement. Le coup d'État, lui, il est consommé. Il est consommé parce que déjà, ils l'ont dit. Le peuple soutient. Le peuple est sorti. Même si on a vu un peuple qui disait se réclamer du président déchu. Mais ils ont déjà constitué. Qui ne dépasse pas 200 personnes. Oui, sur combien de millions de mais néanmoins, le coup d'État, il est consommé. Le CNSP, il est créé. Et il refuse de répondre aux injonctions de la CEDEAO auxquelles le Mali, le Burkina et la Guinée se sont désolidarisés. La première visite officielle, c'est ici au Mali, où Modi Youssouf est venu. Aujourd'hui. Et en même temps, il y a ce fameux sommet entre les chefs d'état-major de la CEDEAO. Qui est prévu pour quand on en parle aujourd'hui même. C'est aujourd'hui même. Oui, alors, on va avancer. Il y a aussi la CEDEAO qui a menacé, qui a mis des sanctions. À côté de cela aussi, il y a le soutien de 2 pays qui ont fait un communiqué conjoint, le Mali, le Burkina Faso. Oui, déjà, moi, ce que je voulais dire, ne nous mentons pas. Qui va faire un coup d'État maintenant et être un ami à la CEDEAO? Qui va faire un coup d'État maintenant et aller siéger à la CEDEAO? Qui va faire un coup d'État et aller au sommet, rendre visite au président? Alors que, depuis près de 2-3 ans, ces mêmes présidents-là sont désavoués pour raison de gouvernance. Ces mêmes présidents, au nom de ce qui s'appelle désormais la souveraineté, la rectification, carrément la souveraineté nationale retrouvée, sont vomis au jour le jour. Le président Alassane Ouattara dont on parle, malgré son leadership, il est quand même allé à un 3e mandat. Ses adversaires l'utilisent contre lui.
et j'en passe, le président Macky Sall, il est carrément à la croisée des chemins. On sait tout ce qu'il a eu à faire, un renoncement malgré lui. La preuve à travers les actes qu'il est en train de poser. Emprisonner son adversaire, verrouiller son parti, couper Internet. C'est président, cette image qu'il dégage, c'est cette image-là qui a été combattue, qui a été dénoncée justement par le jeune IB. Et je crois que d'abord, ce sont des militaires. Chose logique, les frères d'armes vont se soutenir. Et ce coup d'État intervient quand il y a deux sujets. Il y a d'abord un nouveau président au niveau de la CEDEAO qui a menacé et qui a dit cette phrase: nous allons mordre comme des chiens, nous avons des crocs. Sans oublier qu'au même moment, il était question d'envoyer une médiation pour dire à tous ces pays-là que personne ne doit être là une seconde de plus au-delà du mandat qu'il s'est fixé. Donc c'est clair que ces militaires ils vont se mettre ensemble. En plus, le Mali, le Niger et le Burkina, la même superficie, le Sahel, les mêmes ennemis, les mêmes difficultés. Et comme on le voit, je l'avais dit, l'homme Bazoum créait un problème à travers ses déclarations, à travers ses divergences de vues. Donc c'est clair que ces transitions n'ont que d'autre choix que de se mettre ensemble. C'est vrai quand même que le Mali a quand même surpris. À travers, maintenant, pourquoi un communiqué conjoint? Parce que justement, les deux présidents étaient en Russie. Donc depuis là-bas, le coup d'État il s'est passé, ils se sont concertés. C'est ce qui explique ça. Et en même temps, c'est l'occasion aussi d'être dans la logique de ce qu'ils avaient commencé il y a 4-5 mois. Ils avaient dit à la CEDEAO, même à l'Union africaine, qu'ils voulaient réintégrer les instances. Il y a eu au moins 3 sommets. Après ça, on les a refusés ceux-là. Ils ont donc décidé de s'assumer. Et comme on l'a dit aussi, nous sommes dans une guerre de communication. Ce sont quand même des militaires qui sont en train de parler. D'où en fait un ton très martial. Quand ils annoncent aller en guerre contre la CEDEAO, ça a tout son sens. Et quand ils annoncent se retirer, parce que la souveraineté politique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté militaire, ils l'ont affiché. Et désormais, ils pensent à la souveraineté économique. Donc l'occasion a été trouvée de mettre ces choses-là sur la table. Et je sais que même si officiellement ils le disent, ils vont rester sur cette ligne. Et officieusement, la diplomatie est quand même en train de trouver des issues à la crise. On verra ce qui va en advenir. D'accord. Oui. Moussa. Et là, encore le grand absent, c'est Doumbouya. Oui, bon, je ne vais pas aborder ce paramètre-là, mais je vais essayer de parler sur la CEDEAO. Je sais maintenant que nous avons une CEDEAO. Je reconnais maintenant que nous avons une institution, mais somme si que c'est une institution de déception. Si la CEDEAO était capable de mener l'assaut au Niger et que de déloger les putschistes, moi j'allais dire que si la même CEDEAO pouvait s'unir et combattre contre le groupe terroriste au Mali et au Burkina Faso, parce que à l'instant T, nous avons appris que les chefs d'état-major sont en réunion à Abuja. Et pourquoi les mêmes chefs d'état-major là ne sont pas réunis quand le Mali fut attaqué? Pourquoi les mêmes chefs d'état-major ne se sont pas réunis quand le Burkina a été déstabilisé? Quand une partie du Niger a été occupée? C'est maintenant contre une seule personne. On dit oui, il faut aller déloger. Nous avons une armée pour déloger. Est-ce que la CEDEAO a une armée pour déloger? Et le Nigeria qui est d'abord la tête pensante de cette CEDEAO actuellement. Mais on a vu au sein même du Nigeria, qui fait 30 États, une fédération, mais on a pris, le terrorisme Boko Haram a pris une école en otage, d'où on a fait disparaître plus de 300 et quelques jeunes filles. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à les retrouver. Et c'est les petits là qu'on allait retrouver dans les palais. Mais si on veut tuer Bazoum, il faut attaquer. Même comme moi, je me reconnais dans le Mali, que je pensais être, que de faire ce communiqué conjoint avec le Burkina Faso. Donc de dire que toute ingérence, ou toute personne qui tentera, une attaque contre le Niger, et verra le Mali comme le mont Kilimanjaro. Donc c'est ça le Mali. Donc la CEDEAO, si elle a en son sein des militaires, il faut que ces militaires-là d'abord sécurisent la CEDEAO. Puisque aujourd'hui, je vais vous dire une chose, tant que les Alassane Ouattara et les Macky Sall qui sont au devant de la scène de prise de décision de la CEDEAO, je pense que la CEDEAO ne donnera aucune leçon à ces petits. Là, quand même, il faut se dire la vérité. Puisque moi, l'analyse que moi j'ai faite,
Vous savez, nous sommes dans une période très sensible où la CEDEAO n'a plus de crédibilité, où la CEDEAO n'a plus rien à dire. Et une institution qui envoie un putschiste pour négocier un autre putschiste. Et on a vu avec le président Déby, le fils Déby, et qui a fait coup d'état à son père et qui est installé. Mais aujourd'hui, la CEDEAO envoie auprès des putschistes nigériens. Mais ça, cela veut dire quoi? C'est de se foudre à l'intelligence des jeunes Nigériens. On allait maintenant lancer des pierres et des cailloux donc contre lui, pour faire comprendre à la CEDEAO que maintenant cette soumission qu'elle voulait. Parce que, comment voulez-vous? Regardez les sanctions. La CEDEAO sanctionne le Mali. La CEDEAO sanctionne le Burkina Faso. Mais la CEDEAO ne met pas les mêmes sanctions contre la Guinée. Puisque 20% ou 30% du budget de la CEDEAO provient de la France. Ça, il faut se dire la vérité. Mais les gens diront que non, au sein de la CEDEAO, il n'y a pas que des pays francophones. Mais ça, c'est de se foutre de nous. Et regardez les pays anglophones. Est-ce que vous avez vu une fois la population de ces pays-là qui sortent contre l'Angleterre? Puisque l'ingérence, les Anglais ne font pas l'ingérence politique. Là, quand même, ça n'existe pas. Le système politique anglais, maintenant, ne permet pas à un dirigeant anglais de s'immiscer dans les affaires internes. Là, quand même, mais tous ces pays-là, maintenant, sont à la sorte de la France, même si c'est un pays anglophone. Puisqu'on nous vend chaque fois, moi je vois des journalistes et des récitateurs de cours, puisqu'il faut se dire la vérité, il y a des gens chez nous, tous nos problèmes, c'est Bac plus 11 et Bac plus 12. Ceux qui sont allés absorber beaucoup de connaissances en France, et qui exhibent les diplômes obtenus en France à la Sorbonne comme un trophée, donc qui viennent nous dire, qui viennent nous donner les leçons. Ça s'appelle papier longueur. Donc maintenant, les récitateurs de cours. Donc ce sont les récitateurs de cours là qui viennent nous dire non, la CEDEAO, on fait l'amalgame à la France. La CEDEAO, il n'y a pas que la France et il n'y a pas que les pays francophones. Il n'y a que 9 pays maintenant qui sont. Mais ça, cela veut dire quoi? Et on a vu le président Bissau-Guinéen étant un pays colonisé par le Portugal, mais qui a tenu un discours en français. Mais d'où l'influence de la France en Afrique? Un pays lusophone qui tient le discours devant ses partenaires, il n'a pas tenu dans la langue du pays colonisateur, mais dans la langue de autre pays. Mais ça veut dire quoi? Moi, pour rebondir, vous savez, en fait, le président de la Guinée-Bissau, c'est quelque chose de naturel. Hein. La Guinée-Bissau est quand même dans le CFA. La Guinée-Bissau, on va dire, est un pays légèrement enclavé, qui a quand même un accès à la mer, mais qui est enclavé que par des pays francophones. 2 pays. Il y a le Cap-Vert. Non, pas le Cap-Vert. Il y a le Cap-Vert. La Guinée et le Sénégal seulement. Oui, voilà. Justement. Donc, à cause de ça, et puis bon, ces 2 pays-là sont quand même des puissances, hein, économiquement, politiquement, sur tous les aspects par rapport à Bissau. Okay. C'est à cause de ça que donc, ce pays-là, de fait, il parle français. C'est un peu comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Hein. Tous les gens de la Guinée équatoriale parlent très bien français. Donc en fait, c'est juste ça, c'est une question d'environnement. C'est ce qui fait qu'ils parlent français et qu'ils le parlent régulièrement. Mais s'il y avait des pays lusophones, 2, 3 autres, ça allait être régulier. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est dit, moi je vais d'abord beaucoup m'appesantir sur Doumbouya. La Guinée a pris une ligne non surprenante. C'est vrai qu'elle a parlé seule et que le Mali et le Burkina se sont mis ensemble, mais c'est le contexte. Les présidents maliens et burkinabés étaient en Russie. Et j'ai eu à le dire ici, le président du Burkina a fait un déballage. Systématiquement, il a été appelé pour être critiqué et sermonné. Et il les a dit que s'il y a des sanctions, je défends le Niger. Et on se souvient aussi qu'à Saint-Pétersbourg, lui-même et Assimi Goïta... mais n'oublie pas la sortie du ministre des Affaires étrangères guinéen. Il a dit, qu'il partageait la même table que le président burkinabé, justement, le président Macky Sall, oui, et le président Assimi. Oui. Donc ils se parlaient entre eux. Oui, donc cela veut dire que le communiqué n'a pas été fait là-bas. Non, vous savez... Le ministre guinéen même n'était pas au courant. Ce n'est pas une polémique, ce n'est pas un débat. Oui. S'il y a un communiqué, il y a quand même un protocole. Et la Guinée, a sorti le communiqué avant les 2 présidents. Ça ne justifie pas quand même. Non, attention. Attention, justement, c'est là où il faut faire attention. Faire un communiqué seul et faire un communiqué ensemble, il y a beaucoup de revues à faire quand on est ensemble. Quand on est seul, c'est plus facile. Encore que la Guinée, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de communiqué. En 2022, quand les sanctions sont tombées au Mali, j'attendais justement la colonelle Aminata Diallo et je l'ai vue. Elle est venue tenir le même discours. On se désolidarise de la CEDEAO, on ne s'y reconnaît pas.
Et ils ont dit aussi un message très clair. Attaquer le Niger militairement, c'est la dislocation. Est-ce que ça voudrait dire que la Guinée est en train de dire à sa façon qu'elle pourrait quitter aussi la CEDEAO? On ne le sait pas. On le verra si jamais attaque il y a. Mais reste que les deux présidents étaient ensemble en Russie et étaient même avec les autres présidents africains. Donc évidemment en off, il y a eu des échanges et c'est de là-bas que l'inspiration du communiqué conjoint est venue en fait. Ensuite, je voulais quand même mettre une opportunité à nu. C'est que si le Burkina et le Mali qui ont parlé de guerre, qui ont parlé de retrait de la CEDEAO, là, parce que justement, cet espace CEDEAO, on a parlé du français, on a parlé du CFA, l'ombre de la France. La Guinée s'est affranchie de cela depuis les indépendances. Avec le fameux oui de Sékou Touré, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'il y a? La Guinée a dit une chose qui m'a beaucoup soulagé. En mars, avril, si je ne me trompe pas, la Tunisie a osé humilier les ressortissants de l'Afrique subsaharienne. Les traités de bandits, les traités de n'importe qui, ils ont été vilipendés par les populations, tout le monde. Et c'est même la Guinée, premièrement, qui a envoyé un avion, avant que les autres ne suivent, pour faire rapatrier leurs compatriotes. Ce fut une humiliation. De cette époque à maintenant, plus de 5-6 mois, aucun pays de la sous-région n'a condamné ouvertement. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a eu même à aller dans un sens de la réciprocité. On n'a pas vu la CEDEAO s'unir ici, faire un sommet extraordinaire. Bien au contraire, le président de la Tunisie est parti en Guinée-Bissau. Une CEDEAO de circonstances. Justement, chez le colonel, le général Ambalo, Oumarou, où il a eu à dire que maintenant, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Il a assez d'affinité, de connaissances de couleur noire d'Afrique subsaharienne, il ne saurait le faire. Mais dans les propos, c'est le cas. Nous avons ces parents-là qui sont là, qui n'ont que leurs larmes pour pleurer. On est en train de prévoir un plan pour pouvoir les intégrer. Où était la CEDEAO? Où étaient ces présidents-là qui haussent le ton, qui font le bruit aujourd'hui? Je crois que quand même, c'est vrai que la CEDEAO doit aussi être regardante sur ces questions. Et là, j'avoue que la Guinée a vu juste. C'est pour dire que quand même, il y a du 2 poids 2 mesures. Mon collègue l'a dit ici. Quand ces pays-là, parce que la Guinée l'a dit, elle a dit que ces pays-là qui font face à des questions terroristes aussi, comme le Mali et le Burkina l'ont dit, depuis près d'une décennie. Mais on n'a réellement pas vu la CEDEAO sur ce front. Le général Ambalo qui vient de passer la main, mais il a parlé d'une armée. Depuis combien de temps on parle de cette armée? Il a passé la main sans qu'on ne puisse avoir cette armée. Et lui-même, son pays, il est même sous protection du Sénégal. Du Sénégal, oui. Donc j'avoue que vraiment, le colonel Doumbouya a été dans sa logique panafricaniste. Le Mali, il y a eu des sanctions. Il a soutenu le Mali ouvertement. Il s'est désolidarisé de la CEDEAO. Et encore avec le Niger, c'est pareil. Il est resté dans son rôle. Et je profite de cet instant pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas d'amalgame à faire avec la sortie du ministre Maurice Sanda, qui s'est exprimé chez un confrère, FIM, qui a tenu un discours que beaucoup pensent qu'il est le contraire. Je pense que non. Il faut situer le contexte. La Guinée a formellement dit qu'elle se désolidarise de la CEDEAO, qu'elle rejoint le Niger, qu'elle apporte son soutien au Niger et qu'il faut les laisser au nom de la souveraineté s'assumer. Oui, et il faut aussi, il y a aussi d'autres paramètres à ajouter maintenant pour essayer d'édifier les gens sur cette question de communiqué conjoint. Puisque si vous regardez l'interview du président Ibé, il a parlé de la fédération. On lui a posé la question. Et actuellement, qui sont en avance entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, il a parlé de ces 2 pays. Et s'il y a d'autres pays, que nous allons vers la Guinée, il dit que la Guinée ne nous rejoint pas, mais nous allons vers la Guinée. Et s'il y a d'autres pays qui souhaiteraient aussi intégrer, et il faut une fédération pour combattre contre le système aujourd'hui. Puisque si en rade dispersé, nous ne pouvons pas. J'ai suivi très bien son interview avec un journaliste de France 24. Donc, c'est pour dire que le communiqué conjoint ne me surprend pas. Mais ça me montre tout simplement ce que le président est en train de dire. Maintenant, ce fameux
cette fameuse idée de fédération actuellement entre le Mali et le Burkina Faso qui est en train de prendre forme. Voilà, de prendre forme. C'est pourquoi ça commence par se communiquer conjoint. Il peut avoir le communiqué 001. Et il faut communiquer 001 maintenant d'un État fédéral Burkina Mali. Et puis c'est des pays qui étaient en guerre maintenant dans les années 60. Ils ont fait des guerres et aujourd'hui on les voit unis. Donc ça c'est bon, c'est à l'africaine. Je voudrais rebondir rapidement sur une chose pour clore. C'est que ce communiqué, il a été lu, je répète et je répète 3 fois. Oui. Il a été lu à la même heure, au même moment, par le porte-parole du gouvernement malien au JT de 20h et au même moment par celui du Burkina. Donc, ça veut dire qu'ils vont de pair. Ils vont de pair carrément. Ce sera le dernier mot de notre décryptage d'aujourd'hui, chers confrères. On arrive à la fin de notre entretien brut téléspectateurs de Mandé TV. On espère que vous avez profité de ce plateau tout simplement. Alors, vous avez quelque chose à rajouter quelque part avant qu'on passe, qu'on boucle tout ça? Bon, moi, ce que j'avais à dire, comme je l'ai dit, on commence avec le mois d'août. Je souhaite un bon mois d'août à tout un chacun. Bientôt, c'est la fête nationale de l'indépendance ivoirienne, Côte d'Ivoire endeuillée. Et les répercussions, les impacts du président défunt Henri Konan Bédié. L'indépendance malienne. Non, l'indépendance malienne, c'est jusqu'au 22 septembre. Oui, mais on peut quand même... mais dans moins de 5-6 jours déjà, il faudra suivre. C'est-à-dire cette question du décès d'Henri Konan Bédié, il y a des impacts, il y a des répercussions. Un parti qui était quand même positionné pour la présidentielle. Il y a aussi le discours du président Alassane Ouattara le 7 août qu'il faudra suivre et décrypter pour avoir un entretien brut. Donc je compte vous apporter beaucoup de papos, comme on le dit depuis la Côte d'Ivoire. De chez nos voisins, les Ivoiriens. Oui, franchement, moi je salue tout le monde et je voudrais lancer un message auprès de ces gens qui font des baldouries, des inepties par rapport à cette idée que la Guinée veut se décharger du Mali, tout ça là. Mais je voudrais leur dire que la Guinée est toujours le Mali. Vous savez, les Guinéens soutiennent toujours les Maliens. Et nous allons continuer et nous continuerons toujours à parler de la Guinée, mais qu'ils sachent que ces blogueurs ou ces détracteurs-là qui veulent opposer les idées en trouvant les conséquences à l'inconséquence, mais qu'ils sachent, qu'ils aient dans leur tête que réellement la Guinée n'est pas un pays qui n'est pas dans le panafricanisme. Vous savez, même l'hymne national guinéen, c'est d'abord l'un des rares pays où le nom de la Guinée a été cité une seule fois ou 2 fois, mais tout ça commence par l'Afrique et ça se termine par l'Afrique. D'accord. Donc nous sommes dans cette idée. Merci beaucoup Moussa, on dira tout simplement que c'est l'Afrique qui gagne. Donc téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre entretien brut. Nous avons comme chroniqueur sur le plateau Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée, et aussi Monsieur Idrissa Keïta, journaliste consultant spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. On se dit à la prochaine pour un prochain décryptage de l'actualité nationale, régionale et internationale. D'ici là, chers téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours sur notre chaîne, connectée aussi sur nos pages Facebook, YouTube, Mandé TV, Reflet du Mali.